À partir du moment où on parle développement web, on se concentre notamment sur une seule chose, la partie développement web. Et quand on va dire développement web, on va parler Python, enfin du langage qui va être utilisé, Python, Java, Node, enfin JavaScript, porté par Node.js, on va avoir du PHP, on va avoir tout un ensemble du Ruby, on va avoir tout un ensemble de langages qui vont être éventuellement utilisés. Mais il y a quelque chose qui est souvent oublié quand on parle développement web, c'est la partie application. Comment est-ce que notre code qui est écrit, que l'on a écrit, va être stocké et va être exécuté sur un serveur? Ça, on ne le sait pas trop, et notamment, on ne sait pas comment configurer un serveur, qu'il soit sur Apache ou sur Nginx. Et justement, cette vidéo va être là pour ça, pour parler un petit peu de comment configurer éventuellement un serveur sous Apache, comprendre ce qu'est un virtual host, puisque ça va être la base principalement de tous les supports sur Apache, mais aussi, toujours par rapport à Apache, essayer de savoir facilement comment localiser ces erreurs PHP, quand c'est du PHP, savoir où sont situés les logs d'erreurs, comment est-ce qu'on peut éventuellement changer la redirection de ces répertoires pour pouvoir les enregistrer ailleurs que dans le fichier par défaut, qui regroupe généralement tout un tas de choses, toutes les erreurs de tous les sites qu'on aurait éventuellement sur un seul hébergement. Donc comprendre les noms de domaine, comprendre les virtual hosts, comprendre comment est gérée la configuration d'Apache. Donc je vous dis à tout de suite pour justement cette partie-là, configuration, et comprendre comment ça fonctionne. Donc bien entendu, la première chose à réaliser est l'installation d'Apache 2. Donc un simple sudo apt-get install Apache 2, on rentre notre mot de passe et on accepte en disant oui et l'installation se fait. La seconde étape consiste à sécuriser un petit peu Apache et notamment en lui indiquant dans le serveur token de passer en mode production au lieu de donner toutes ses propres informations à chaque fois qu'il répond à une requête utilisateur. Ceci permet d'éviter les failles de sécurité par injection de quelque chose qui pourrait exister dans cette version-là d'Apache. On va par la suite un petit peu modifier le comportement de base d'Apache en lui spécifiant le fichier qui va appeler automatiquement quand on va aller sur le dossier en question. Généralement, c'est index.php ou index.html, mais il faut savoir qu'Apache, par défaut, il va inclure des fichiers comme index.cgi, .pl, etc. Nous, dans notre cas, on va garder que le fichier index.html, je laisse aussi le index.php, bien que dans ce cas concret, on ne voit pas la partie PHP, puisqu'on n'installe pas de mode PHP, et pour cette partie-là, je vous laisse aller voir la référence sur graphicart.fr, qui a fait une vidéo justement sur les modes pour PHP 7 sur Debian. On démarre ensuite Apache, et on va faire une vérification pour voir si notre serveur fonctionne bien en allant sur notre adresse. Et ça marche. Par défaut, un utilisateur lambda n'a pas le droit d'accéder aux ressources journal system d'Apache. Et on va remédier à cette partie-là. Pour corriger le problème, on va tout simplement indiquer à Apache qu'il faut modifier la façon dont le dossier va s'exécuter. Donc avec un chmod-r, on va simplement dire que c'est récursif et que ça prend en compte tout le dossier et éventuellement les sous-dossiers et les sous-fichiers. Et on va lui indiquer rx pour lui dire que tout ce qui va être là-dedans, ça va être lisible en lecture, mais aussi exécutable, puisqu'on ne peut pas lire sans exécuter quelque chose. Et par la suite, on peut, par exemple, faire un tail d'un des fichiers qui sont dedans, access.log, par exemple, et là, on a bien accès au fichier d'accès. Par contre, si on essaye de modifier, on voit qu'on reste en lecture seule. Les adresses IP, c'est bien, mais un nom de domaine, c'est mieux. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de serveur DNS. Donc pour cela, on va modifier notre fichier host avec le bloc-notes. Donc le bloc-notes, il faut bien entendu l'exécuter en tant qu'administrateur et aller chercher notre fichier host. Et dedans, on va spécifier l'adresse du serveur et par la suite, le nom de domaine que l'on souhaite. Par exemple, renouveau.local. Pour tester, il me suffit maintenant simplement de me rendre sur mon navigateur, de taper renouveau.local et boum, j'arrive sur Apache. Bon, ça c'est bien, mais par contre, je voudrais pouvoir accéder à mon site via www.renouveau.local. Et là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas d'entrée DNS. Il suffit d'en rajouter une, pareil dans notre fichier host de Windows. Donc, on rajoute l'adresse IP du serveur et on met www.renouveau.local. On enregistre, on réessaye,
et là ça fonctionne. Bon, rentrons un petit peu dans le cœur d'Apache, et notamment dans son fichier de configuration, donc apache2.conf. Ici, on a toute la partie configuration d'Apache. Tout ce qui est avec un dièse devant ne sera pas considéré. Première chose à faire, nous avons notre serveur root. Ça, c'est ce qui va indiquer la racine du serveur d'Apache, donc où sont tous les exécutables d'Apache. Il faut le décommenter pour l'activer, puisque ça peut servir par exemple si vous avez un environnement chroot. Ensuite, bon, vous avez plusieurs options disponibles. Ici, par exemple, nous avons le user, donc qui va définir qui lance Apache, qui est généralement www-data, et idem pour le groupe. C'est www-data qui lance Apache et qui groupe Apache. Le hostname lookup permet de définir, d'indiquer à Apache de faire une comparaison, de modifier les adresses IP des gens en leur propre nom. Je vous déconseille d'activer cette option puisque ça prend énormément de ressources système. Et puis franchement, il n'y a aucune utilité à faire ça. Savoir que 204.62.129.132 c'est apache.org. Au pire, vous faites un ping dessus et vous le voyez. Ensuite, nous avons le error log qui est le fichier par défaut qui va contenir toutes les erreurs d'Apache. Et le log level qui est à warn qui lui va vous permettre de modifier quelles sont les erreurs qui vont être remontées par Apache. Le include port, eh ben, c'est pour inclure les ports qui vont être lus par Apache, ou qui vont être écoutés. Et enfin, les autres virtuels qui sont par défaut, et notamment le directory, le var 3w, avec ses différentes options. Donc ça, généralement, on laisse comme ça de but en blanc. On enregistre la modification qu'on a fait sur le serveur root et on quitte. On arrive bientôt au bout. On va d'abord créer un hôte virtuel pour notamment les tutos. Donc, on va créer un fichier dans site available. On est là, on le nomme un petit peu comme on veut, à condition qu'il se termine par .conf. Après, le nom, c'est vous qui voyez. Bien entendu, c'est un répertoire qui est protégé et du coup, il faut être en mode sudo, il faut être en mode root. Donc, on commence par ma première ligne qui est virtual host pour définir que c'est quelque chose, c'est un node virtuel qu'on est en train de créer. Étoile 2.80, en fait, l'étoile va indiquer à Apache qu'on va écouter n'importe quelle adresse IP et sur ce port-là. Donc le port 80 qui est le port par défaut du HTTP. Quand on met pas de port, c'est le port 80 qui est pris par défaut. Ensuite, on crée un server name et là, ça va être le nom de cet hôte virtuel, donc notamment notre www.renouveau.local. Ce server name, on va lui donner aussi un serveur admin, c'est aucunement utile, c'est le nom de, c'est un email. Donc dans notre exemple, un email local qui doit recevoir des événements quand il y a des problèmes sur le serveur. Et quelque chose de plus important qui est le document root, qui va être le répertoire qui va contenir les informations du site web. Donc là notamment, on le met dans le public HTML. Ensuite, on crée une ligne qui va contenir error log, qui va être notre ligne qui va contenir, qui va indiquer le chemin de notre fichier dans lequel on veut avoir tous les événements d'erreur liés à public_HTML. Et une autre ligne qui est custom, qui va généralement prendre toutes les informations d'accès. Donc, qui aura eu accès à nos éventuelles pages. Donc, l'adresse IP, la date, etc. Donc on donne un nom de fichier, access.log, et on va le combiner pour un petit peu compresser tout ça pour que ça prenne moins de place. Et on va réécrire un log local qu'on va le mettre en warning. Au besoin, on peut changer suivant les besoins du site. Bien entendu, pour que tout cela fonctionne, il nous faut activer le virtual. Donc on le crée, virtual.tuto, et on va redémarrer Apache. Et en fait, on va recharger la configuration. On ne fait pas de restart, on fait un reload. C'est pas pareil. Quand on est sur une configuration en mode production, si vous faites un restart d'un serveur, vous allez péter toutes les sessions de tout le monde. Alors que si vous faites un reload, vous allez simplement recharger la configuration d'Apache sans perdre tous vos clients. Alors quand on est en local, ça n'a pas d'importance, mais quand on est en production, ça en a un petit peu plus. Maintenant, on va pouvoir tester et voir que ça fonctionne. Donc, si je vais sur www.renouveau.local, j'ai bien mon Hello from Tuto qui est dans mon index.html.
Par contre, si je vais que sur renouveau.local, j'ai ma config Apache par défaut. Maintenant, si je veux regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des logs du journal système, eh bien, il me suffit d'ouvrir mes différents fichiers système. Alors, ils se retrouvent tous dans var log apache. Là, on voit bien que j'ai deux fichiers qui ont été créés, virtual.tuto.error.log et virtual.tuto.access.log. On va déjà consulter le access.log, donc virtual.tuto.access.log, et là, on a les informations de qui accéder, à partir de quel navigateur, quand et pourquoi. Enfin, le pourquoi, on ne l'a pas vraiment, mais généralement, on le sait, puisque c'est nous qui y sommes allés. Nous avons bien entendu la même chose avec le fichier d'erreur, donc error.log, mais bon, là, on n'a pas eu d'erreur, donc il ne contient rien du tout. Tout ça, c'est bien. Par contre, moi, je voudrais avoir mon propre sous-domaine à partir de Tyler, donc tyler.renouveau.local. Donc pour ça, on reprend exactement la même chose, on va recréer un autre virtuel, seulement je vais le nommer Tyler, donc virtual.tyler.conf. Et dedans, on va passer un peu vite, on remet le sername Tyler.renouveau.local, on va simplement changer le répertoire, qui va être dans public_html/Tyler, pour être ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pour moi. On va par la suite créer notre répertoire, donc Tyler qui se trouve dans var 3w public_html Tyler, qui n'existe pas encore, donc on va créer ce répertoire, et on va créer un simple fichier HTML à l'intérieur, donc un index.html, puisque c'est ce qui est pris par défaut par Apache. Dedans, un petit HTML très simple, très basique, avec un petit hello, this is your website, parce que j'aime bien parler anglais. Bien entendu, on pense à activer, à créer notre nouvel enregistrement Tyler.renouveau.local, parce que comme on n'a pas de nom de serveur DNS, sinon on ne sait pas qui c'est Tyler.renouveau.local, ça nous dira que DNS n'existe pas. Mais par contre, actuellement, si je vais donc sur les différents sites renouveau.local, ça marche, www.local ça marche, mais Tyler.renouveau.local, ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai mon virtualhost. Et oui, il faut activer le virtualhost. Pour l'instant, il est dans les sites disponibles, dans site-available. Il faut activer cet hôte virtuel avec le add site virtual.tyler. Ensuite, on recharge la configuration d'Apache. Et là, miracle, ça fonctionne. Et tous les autres domaines, sous-domaines fonctionnent. 3W fonctionne, on a bien notre Hello from Tuto. Et le renouveau.local nous donne toujours le truc par défaut d'Apache 2. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que elle vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez compris le principe du fonctionnement de tout ça. Et que demain, si vous arrivez à avoir une erreur PHP, vous saurez comprendre où la trouver. Enfin déjà, vous saurez où trouver cette erreur, comprendre ce qu'elle veut dire et éventuellement la corriger. Et si ça peut vous aider aussi à configurer votre serveur, que ce soit sur un VPS, sur un dédié, alors pas sur du Mutu, parce que le Mutu généralement vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, la plupart d'entre vous achètent des VPS ou des dédiés, mais ne savent pas vraiment comment ça se configure. Donc j'espère qu'avec cette vidéo aujourd'hui, vous serez plus à même à vous débrouiller tout seul sur ce genre de choses, et que si vous avez un problème, vous pourrez vous dépatouiller facilement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce vert, lâchez un commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!